en fait avoir dans les déjà des femmes qui me ressemblaient, pas forcément physiquement spécifiquement, mais des femmes africaines qui étaient médecins, entrepreneurs, avocates, que sais-je, enfin bref. Et arrivé à Montréal, on en a parlé rapidement dans la présentation juste avant, cette ville où est-ce qu'on a l'impression que c'est un Eldorado qui nous pousse justement à entreprendre, à devenir, à faire. Je me suis dit que j'allais créer ce que je ne voyais pas, ce que je ne trouvais pas et ce dont j'avais besoin. Et de ce manque de représentation que j'ai ressenti quand j'étais jeune, du manque de femmes modèles dans les médias, et puis justement Saïda Soura. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'univers médiatique. Au début, c'était pas simple parce que c'est de faire comprendre la nécessité d'avoir une plateforme par et pour spécifiquement les femmes de la diaspora africaine. On se dit mais pourquoi quelque chose qui parle communautaire, pourquoi ne pas forcément vouloir le mélanger, etc. C'est une plateforme qui est totalement ouverte à tout type autre, donc femmes de tout univers confondu, mais c'est une plateforme qui est créée spécifiquement pour les femmes de la diaspora africaine parce qu'il y a un manque de représentation, il y a un manque d'accès à l'information, d'accès aux outils également qui nous permet de mieux naviguer notre vie. Donc c'est de là qu'est née mon envie de participer à une plus grande représentation des femmes de la diaspora africaine. Oui. Moi, ma motivation vient du fait également que je voyais que dans mon entourage, et surtout quand je lisais des livres quand j'étais plus jeune, il y avait d'une part pas des livres vraiment pour les enfants illustrés. Et puis la deuxième raison, c'est que la plupart des livres qu'on lisait, c'était plus des livres que des hommes ont publiés. Et puis depuis ma tendre enfance, je me disais que quand je vais grandir, moi je vais écrire des livres que j'aimerais lire. Donc des livres qui me ressemblent, des livres qui vont me permettre également de bien faire des images dans ma tête de ce que je lis. Et voilà, donc la pandémie m'a permis de réaliser ce rêve-là que je chérissais dans mon cœur depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Alors moi, mon envie d'entreprendre, elle est née de mon expérience professionnelle, où en fait j'étais amenée à utiliser les connaissances du cerveau pour pouvoir proposer des meilleures expériences digitales, mais donc du coup avec une utilisation de ces connaissances dans la technologie, dans le numérique, qui était canalisée et restreinte d'une certaine manière à du design produit. Et en parallèle, en fait, voilà, je vis dans une société et aussi avec beaucoup de connaissances qui me posent beaucoup de questions et qui me font part de, en gros, l'espèce d'emprise de la vie numérique, ou en tout cas le manque de maîtrise de la vie numérique à travers des histoires parfois familiales, parfois des enjeux de cybersécurité, puisqu'en plus je suis actualité. Et là, en fait, pour moi, il y avait vraiment le besoin de vulgariser, de mettre à disposition ces connaissances qui existent aujourd'hui, donc en cyberpsychologie, au plus grand nombre. Et en fait, vraiment l'envie de contribuer à cet élément-là. Et puis après, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, quand on sent des manques aussi, il y a cette idée de se dire, je vais travailler pour mes rêves à moi, plutôt que de travailler pour les rêves. Moi, j'ai pas mal travaillé dans les grands groupes, et puis je connais pas les rêves de ceux pour qui je travaille, mais je sais que j'y contribue. Donc il y a un côté comme ça où j'avais vraiment envie de me dire, ok, là je vais mettre l'énergie dans des rêves que j'ai qu'une vie a priori, donc c'est un peu le moment. Merci mesdames. Donc on se lance en entrepreneuriat pour vivre ses rêves, on se lance en entrepreneuriat pour être un modèle, pour dans les deux sens du terme. Donc pour justement, ce qu'on trouve qu'il n'y a pas, justement répondre à ce besoin-là. On se lance aussi en entrepreneuriat parfois parce qu'il y avait un rêve qui a été semé dans notre cœur dès l'âge de 9 ans. Comme quoi l'enfance, ça nous poursuit. Effectivement, là, moi je me rappelle que
j'étais à l'internat, oui, dans un internat de filles. C'était en Côte d'Ivoire, je crois que j'avais 6 ans, et puis j'étais pas contente d'être à l'internat. C'était les bonnes sœurs, on restait là-bas et puis on ne sortait que pendant les vacances. Et ma façon à moi de m'évader, c'était de raconter des histoires aux jeunes filles qui étaient là avec moi. Donc j'aimais ça, raconter des histoires. Et voyez-vous, plus de 30 ans après, j'essaie de me rajeunir, plus de 30 ans après, aujourd'hui je fais des plans d'affaires et j'aide encore les femmes à raconter leurs rêves, à s'évader en étant entrepreneurs et en prenant leur liberté financière en main. Donc ce qu'on a semé dans l'enfance, c'est pas anodin, souvent c'est ce qui nous poursuit et nous rattrape. Pensez-y, pensez-y. Je sème comme ça l'information. Mesdames, dans vos médias, ici à Montréal, dans votre domaine, que ce soit les médias, que ce soit l'auto-édition, les livres pour enfants ou même les livres en général, que ce soit les nouvelles technologies, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de diversité? Est-ce qu'il y a de la représentativité, oui ou non? Si c'est le cas, pourquoi? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Voilà. En fait, on m'a lancé comme ça. On m'a dit vas-y. Est-ce qu'il y a la représentation ou pas dans les domaines dans lesquels est-ce qu'on est? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, pour ma part. Ça commence à changer au fur et à mesure, je dirais. Ça commence à changer à différents niveaux. Parce qu'il y a les médias, j'ai envie de dire, for lack of a better word, les médias historiques, donc les journaux, les médias qu'on va consommer, la télé. Il commence à avoir doucement mais sûrement de la représentation, mais pas encore à un niveau où est-ce qu'on peut se dire ok c'est bon, on est représenté à 100%. Parce que pour ma part, la représentation se fait à 2 niveaux. Le niveau visuel, donc ce qu'on va voir sur les campagnes, à la télé, etc. Mais également au niveau décisionnel. Et c'est là que la plupart du temps, ça bloque. Et c'est là que la plupart du temps, les choses sont mal faites. Je vais prendre par exemple une campagne de com qui peut être faite par une institution lambda qui va vouloir sensibiliser à l'inclusion dans nos communautés montréalaises spécifiquement, puis qui va publier une campagne qui est extrêmement off. Peut-être que certains d'entre vous voient de quelle campagne je parle. C'est une campagne qui est sortie l'année dernière, je pense, mais qui était extrêmement off, mal reçue sur les médias sociaux, etc. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à la table de la création de cette campagne-là, qui voulait une campagne d'inclusion, il y avait littéralement personne issu de la diversité. Donc tous les mots étaient mal placés, tout le message de base qui devait être véhiculé, qui se devait rassembleur, ne l'était absolument pas au final. Donc est-ce qu'il y a la représentation visuelle? Il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y a la représentation à l'interne? Je ne pense pas. Je pense par contre que quand on regarde les médias, les nouveaux médias, donc à savoir Instagram, TikTok, etc., on voit qu'il y a vraiment une belle réappropriation de ces médias des femmes issues de la diversité spécifiquement. On s'entend que les femmes qui consomment le plus et qui créent le plus également sur Instagram, TikTok, c'est principalement des femmes noires par exemple. C'est un moyen pour nous, j'ai envie de dire, de se réapproprier cette narration, notre histoire, notre expérience que les médias qu'on consomme de base, journaux, télé et consorts, ont du mal à comprendre, ont du mal à véhiculer, ont du mal à représenter. Donc, ce que je dirais. Alors moi, dans le milieu de la technologie, j'ai fait plusieurs, j'ai fait les jeux vidéo, l'automobile et la crypto, donc là, c'est vrai que niveau représentation, on va dire que c'est très très moyen, voilà. Ah non, c'est pas, oui, moi. Moyen, c'est moyen moins, quoi. Non, vraiment, c'est des milieux qui sont vraiment très masculins, très peu de diversité ethnique aussi, parce que en fait, il y a un truc qui me revient en tête, c'est le fait que, en ayant travaillé en recherche en neurosciences d'abord et ensuite dans le jeu vidéo, j'ai attendu 13 ans d'expérience professionnelle pour être dans une équipe où il y avait une autre femme qui me ressemblait. Et donc, en fait, quand elle est arrivée, alors moi,
c'est la fête. Donc, et ce qui est fou, c'est que j'ai appris ensuite par la dame des ressources humaines qui l'avait recrutée que dans sa lettre de motivation, elle m'avait nommée parce qu'elle avait vu que j'avais participé à un événement comme on est là aujourd'hui, à l'époque dans le jeu vidéo, et que donc elle se disait que c'était possible, que ça la motivait, etc. Donc en fait, ça m'a appris deux choses. La première, c'est que même si parfois on a l'impression d'être peut-être instrumentalisé par des groupes qui veulent communiquer sur la diversité, c'est important de le faire parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'impact et il est toujours possible. Et puis l'autre point, c'est que effectivement, il y a un gros manque de représentation après dans le jeu vidéo à l'époque. Donc là, je parle de 2020. Il était estimé qu'il y avait à peu près 2% par exemple d'employés noirs dans l'industrie de jeux vidéo à l'époque. Dans le groupe dans lequel j'étais, on était à 0,5%. Donc 4 fois moins que 2%, et alors que justement les populations de joueurs sont beaucoup plus diverses. Et donc là, on voit qu'effectivement, il y a un décalage entre la représentation des gens qui conçoivent et la représentation des gens qui consomment. Et c'est là où en fait ça crée des problèmes. Donc moi j'ai eu même parfois des discussions pour analyser par exemple la sensibilité socio-culturelle d'une audience, pour essayer de s'adapter à la culture et puis aussi à l'audience. Et on voit qu'en conception il y a des gros décalages. Par exemple, je me rappelle sur un jeu où on pose des questions et on met des commentaires. Donc il y a en numérique, donc il y avait des personnages, donc il y avait John de Los Angeles en Californie, et puis il y avait une dame née d'Afrique. Mais alors tu penses que là on a limite la rue où la personne habite et son numéro d'appartement, et là on a Afrique, quoi, 54 pays quand même, quand on parle fort. Donc la discussion a eu lieu et c'est bien. On voit qu'il y a quand même aujourd'hui des évolutions, les gens posent la question, donc c'est super. Mais il y a encore du travail, donc voilà, c'est important de contribuer si on peut. Dans le domaine de l'édition, ce que je remarque, c'est que les femmes commencent à s'intéresser à l'écriture de plus en plus. Mais ce qui a depuis longtemps limité les femmes, c'est plus le manque de confiance en elles pour se lancer, le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas assez cultivée, je ne connais pas, j'ai des enfants à élever, tout ça. Mais c'est ça, donc c'est important de se dire, de se rappeler que ce qu'on veut faire, ce n'est pas seulement pour soi, mais écrire, c'est écrit pour soi et aussi écrit pour l'autre. Ça peut être thérapeutique pour l'autre. L'autre peut également apprendre des choses on dit qu'un livre, c'est une porte ouverte sur la vie et une fenêtre sur soi aussi et un miroir. Donc le fait d'écrire des livres, se dire je peux aller chercher de l'accompagnement si je ne me sens pas assez. Parce que j'ai l'histoire dans ma tête, j'ai le poème dans ma tête, je ne sais pas comment faire, donc je peux aller chercher l'expertise d'accompagnement. Donc, mais même s'il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans le monde de l'écriture en général et aussi la littérature jeunesse, on en veut encore parce qu'il en manque. Il en manque encore. Je voulais aussi rajouter une nuance sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de travail qui est fait aussi, même dans les grands groupes sur les questions de diversité, donc on sent vraiment qu'il y a une plus grosse diversité de population. Et puis c'est vrai que là, peut-être qu'il y a encore un autre travail à faire pour diversifier, on va dire, toutes les couches des organigrammes. Ça, c'est encore quelque chose à faire, parce que le fait que les gens soient là, c'est une chose, après leur donner accès aux mêmes opportunités, c'est une autre chose. Je souris, je ne sais pas si vous voulez le dire. 5% de noirs, c'est bien, mais pas que des secrétaires, en gros. C'est ça que ça veut dire. Ok, merci. Alors, dernière question, parce que le temps file, c'est tellement intéressant ce que vous dites, mais moi je suis... Alors, mesdames, la dernière question, j'ai deux questions que je vais fusionner en une. Être entrepreneur, ça c'est son lot de joie, hein, et son lot de peine. Il y a des défis, tu sais, l'intensité de travail,
bref, la santé mentale, la conciliation travail-famille. Il y a des défis, mais aussi des joies, l'autonomie, le client, bref. J'aimerais que vous puissiez nous partager une joie, un défi, quelque chose que vous avez envie de partager avec le public pour leur donner une petite fenêtre sur votre vie d'entrepreneur, que ce soit positif ou négatif. Et puis une autre question, sachant que dans le public, il y a peut-être des femmes qui ne sont pas encore lancées en affaires ou qui pensent ou sensibilisées. Quel conseil vous leur donneriez alors que vous êtes dans des domaines spécifiques? Quel conseil vous donneriez? Un partage sur votre vie d'entrepreneur et un conseil pour le public. Et il nous reste 5 minutes max. Pas de stress. Je sais qu'une des limites pour moi, c'était peut-être la question d'isolement, elle a été approchée dans le travail de recherche qui a été présenté juste avant. C'est vrai que parfois on se sent un petit peu isolé, puis quand on se représente entrepreneurial, milieu start-up, moi qui viens de France et j'ai un peu été exposée à Station F là-bas, c'est vrai qu'on ne se sent pas, c'est difficile de se sentir incarné, en tout cas à travers les images auxquelles on est exposé. Donc ça c'est vraiment quelque chose du quotidien. Je trouve quand on retourne chez soi, puis on retrouve d'autres familles et puis on a l'impression d'être un petit peu l'intrus, en tout cas cognitivement parlant. Donc ça c'est une limite. Par contre, ce qui est super, et notamment ici à Montréal, c'est qu'on retrouve beaucoup d'événements comme celui-ci, auxquels on peut participer. Il y a Startup, il y a Audace au féminin, il y a aussi Startup Montréal. Et en fait, on a donc des événements où en fait, on peut retrouver d'autres perspectives et se sentir incarné. Et c'est extrêmement motivant. Donc moi, beaucoup de fois, je suis allée à des événements comme ça. Je me dis, il y a des gens qui interviennent, pas forcément de mon domaine. Puis je me disais, je sais pas, mais je vais y aller. Et à la fin, je repartais avec ma jauge mentale remplie. Et ça, c'est hyper important quand on se lance dans des projets et qu'on sait qu'on va devoir dépenser beaucoup d'énergie. Il y a les compétences, il y a le temps, mais après, il y a aussi le mental, effectivement. Et ça entretient tout ça. Oui, en effet, je trouve le phrase trop l'a répété. Le défi, c'est également l'isolement pour moi. Mais la joie en tant qu'entrepreneur, c'est de se sentir complète, de sentir qu'on s'est réalisé, qu'on a réalisé quelque chose qui fait en sorte qu'on vit et non qu'on vivote. Et c'est vraiment comme ça que je me sens, le fait de pouvoir réaliser le rêve de devenir entrepreneur. Et c'est vrai que tous les jours ne sont pas roses, mais les jours qui ne sont pas roses, c'est important de penser au soleil qu'on avait eu pendant les moments de joie qu'on a vécu, quelqu'un qu'on a aidé, la joie qu'on a apportée à cette personne-là. Quand on y pense, ça me permet de se relever et aussi ne pas hésiter, même si le fait de voir tout le travail qu'on a à faire, ça nous démotive pour dire ok, je ne vais pas réseauter parce que j'ai telle chose à faire, j'ai des factures à préparer, j'ai ci, j'ai ça. Mais quand on vient, on repart requinqué avec de nouvelles idées, avec le réseautage, avec les gens aussi. Donc ne vous limitez pas, lancez-vous. Et il y a des gens comme Startup, Myriam qui sont là pour vous accompagner. Et il y a aussi d'autres organismes, mais je vous encourage à ne pas laisser votre rêve dans le fond du tiroir, mais sachez qu'en le réalisant, vous accompagnez, vous aidez les gens. Vraiment beau. J'ai terminé l'université en 2017, je vais aller vite, je sais que j'ai 1 minute 30. Et après ça, je suis tout de suite rentrée dans le marché du travail montréalais spécifiquement. Puis chaque année, jusqu'à l'année dernière, j'avais un nouvel emploi. Pas parce qu'on me virait, mais parce que je démissionnais, en fait. Parce que chaque fois, j'avais l'impression d'apprendre trop rapidement, de pas être assouvie, ma soif n'était pas étanchée, j'avais pas l'impression que mon puits était plein. J'étais en soif d'apprentissage et tous les emplois que j'avais, qui étaient hyper pertinents, si vous allez sur mon LinkedIn, toutes les entreprises par lesquelles je passais étaient très sympathiques, mais
il y avait quelque chose en moi qui me demandait de faire autre chose. C'est a été créé pendant que j'étais à l'université, donc pendant très longtemps j'avais les deux. C'est souvent ça qui se passe quand on n'est pas entrepreneur. Tu sais, on a le 9 à 5, puis on a le 6 à tard en soir. Donc j'avais 6 à tard pendant très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, Jamila, tu es jeune. À l'heure actuelle, tu as la chance en ce moment de ne pas avoir de mari ou d'enfant. Donc tu as plus de temps. S'il y a un risque à prendre, c'est maintenant. S'il faut se lancer, s'il faut se jeter, s'il faut se casser la figure, c'est maintenant. Au pire des cas. Alors moi, enfant, mari... Mais selon mon parcours en tant que tel, c'est vraiment... puis je suis qu'Africain, donc c'est-à-dire que je suis très... j'aime avoir un plan, en fait. Donc le fait de me dire je vais me lancer, pour moi, une des raisons pour lesquelles justement je me lancer facilement, c'est de me dire j'ai aucune attache. J'ai rien en ce moment, il n'y a personne qui dépend de moi, il n'y a personne que je dois consulter pour, il n'y a personne... C'est maintenant ou jamais, en soi, dans mon état d'esprit, mais finalement, même jamais, c'est pas forcément applicable en soi, parce que même jamais, on peut le faire. Exactement. Donc je l'ai fait. Et comme tu l'as mentionné, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas un jour qui est que rose, ou qui est que bleu, qui est que blanc, qui est que noir, ou qui est que whatever. C'est une panoplie de couleurs. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas un chemin lisse, n'est pas un chemin tranquille. C'est des montagnes russes matin, midi, soir. Mais franchement, je changerais ça pour rien au monde. C'est comme tu l'as très bien mentionné. À la fin de la journée, après toutes les cernes, après toute la fatigue, après toute la facture administrative énervant à faire, t'es quand même pleine. Même si tu t'es vidée en tant que telle pendant toute la journée, t'es pleine parce que tu t'es accomplie, parce que tu as donné, parce que dans tout ce que tu as donné à une communauté numérique ou physique ou autre qui t'a également redonné de par leur merci, de par l'accomplissement du rêve que tu as. Donc c'est changer ça personnellement. Donc, si vous vous questionnez, peu importe si vous avez mari, enfant, pas de mari, en tant que femme, je pense que la plupart du temps, ce qui nous bloque aussi, c'est qu'on va toujours vouloir avoir un plan. On va trop passer du temps à planifier le saut versus sauter. Et je pense qu'il y a de la beauté dans le fait de se dire que c'est ok d'y aller, c'est ok de savoir que il y a des erreurs qui vont être faites, tout comme quand on investit en soi. Quand on va investir, notre banquier nous dit quelle est votre tolérance au risque. En entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut se laisser l'espace de se dire qu'il va y avoir des erreurs, parce qu'il y en aura, mais c'est ok. Et je pense juste de déconstruire ça, là, des fois, ça nous permet de se découvrir. Super, oui, on peut nous applaudir. Est-ce que c'était pas riche tout ce qu'ils ont partagé? Pendant le temps de réseautage, allez les voir, connectez avec elles, prenez leur carte d'affaires, tout ça, suivez-les sur LinkedIn. Et l'entrepreneuriat, vous l'avez vraiment tellement bien représenté à travers vos vies. J'aime bien célibataire sans attache, marié avec enfant. C'est quoi ta situation, toi? Marié sans enfant, oui, on a. Voilà, parce que. On a de tout. On a de tout. Alors, pas d'excuses. Quand vous avez un rêve, comme elles l'ont dit, ça peut être un défi, mais l'accomplissement. Vraiment, vous savez, la pyramide de Maslow, là, bon, elle est petite parenthèse, sociologue, Maslow a une pyramide avec les besoins primaires et tout ça, et au sommet de la pyramide, c'est l'accomplissement. Et dans l'entrepreneuriat, on touche à cela. C'est difficile dans un métier d'arriver forcément à trouver toute notre passion, et moi, j'avoue que d'être entrepreneur,
j'ai fait comme 10 métiers juste dans l'entrepreneur, tu touches un peu au marketing, tu apprends à sourire quand la porte est fermée devant toi, etc. Donc ça te développe, ça te travaille, ça t'élargit. Donc merci pour vos partages, c'était vraiment génial. Donc je vous invite à reprendre place et puis à réseauter pendant le temps et connecter avec le public. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. Bien. Bon, on poursuit. Je suis presque sharp dans le temps, là, 5 minutes près. Ok. Attendez, je vais faire la pause. Vous avez vu la tenue que je porte? Non, mais il faudrait une super musique, en fait, pour que je puisse... Jamila! Ok. Je veux faire la publicité de Nathanaël Création. C'est la 3e tenue qu'elle fait pour Startup. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à porter cette tenue. Dans la salle, il y a Yanis. Voilà, mes collègues sont tous habillés par Nathanaël Création. Il y a Cindy derrière là-bas. N'hésitez pas, vous pouvez venir sur la scène. Non, mais quand on voit que je travaille avec des gens, allez juste vite fait là. Nathanaël, Aimé, la styliste designer de Nathanaël Création. Je vous invite à venir sur le stage. Et Aimé a un stand. D'ailleurs, je vais vous inviter pendant le temps de réseautage à aller voir son stand. Il y a des petites choses à acheter. Donc, Aimé, merci pour les belles tenues que tu as faites là. Vraiment, on les découvre là à la live. On les a reçues là tantôt. Mes collègues, venez. Voilà. Je vous présente l'équipe de Startup. Yanis, Thérèse, Cindy T. Voilà, un petit sourire les filles. Voilà, on va poser. Photographe. Alors, vous savez, en affaires, on peut avoir du style. Donc, n'hésitez pas à faire vos tenues professionnelles également. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi? Et puis, qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour nous? Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Mariam. À chaque fois que je prends le micro à un événement de Mariam, je la remercie. Merci pour ce que tu fais pour la communauté. Merci de mettre en avant des entrepreneurs. Et je vais me présenter, je suis Emine Guessant, je suis ivoirienne. Je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai bâti mon entreprise Nathanaël Création. Ça fait de cela 2 ans que je l'ai incorporée. Et nous faisons de la confection sur mesure. Je suis créatrice de mode, ce que je porte, c'est moi qui l'ai confectionné. Nous faisons des tenues de mariage, nous faisons en tout cas tout ce qui est confection sur mesure. Donc avant de vous laisser, moi je vais faire un petit exercice. Si vous avez vos téléphones avec vos données mobiles, vous pouvez juste aller me suivre sur soit Instagram, soit sur Facebook. Le nom c'est Nathanaël Création, c'est Nathanael Création avec S. Instagram, il n'y a pas de S, vous allez pouvoir vous abonner. Merci pour votre soutien et puis ensemble, je pense qu'on va aller faire. Merci Aimé. Donc n'hésitez pas à la voir. Et puis si aussi vous voulez faire des tenues professionnelles ou même de gala, tout comme la belle robe qu'elle fait, qu'elle porte aujourd'hui, c'est elle qui l'a faite. Donc n'hésitez pas. Il y a du talent à revendre chez nos entrepreneurs. Alors maintenant, nous allons passer au 2e panel. On va parler d'économie sociale. À main levée, qui sait ce que c'est que l'économie sociale? Oui, il y a des mains qui se lèvent, oui. Alors on va en apprendre un peu plus. Comme il y a plein de mains qui ne se sont pas levées, ça veut dire que ce panel arrive à point. Parce que, je vous assure, l'économie sociale, c'est un modèle d'affaires gagnant. Moi, c'est mon slogan. J'ai découvert l'économie sociale et je m'en fais une promotrice, une ambassadrice. By the way, startup, startop.ca. Ok, on a un parcours qui va commencer. Demain, il y a une séance d'information à midi. Vous pouvez aussi venir à la séance. On a un parcours de 7 semaines, 7 rencontres de 2 heures le soir en ligne pour parler d'économie sociale. Donc, vous montrer c'est quoi l'économie sociale, comment votre idée d'affaires peut être un modèle
adapté à l'économie sociale, et puis c'est quoi l'ancrage, le financement et tout ça. Donc, 7 semaines clés pour découvrir l'économie sociale. Si ça vous intéresse, à travers le panel, ce que vous aurez entendu, on vous invite à venir participer à ce parcours-là. Alors, je vais appeler les panélistes à venir sur scène. Alors, dans un premier temps, nous avons Alex Delorme, coordonnateur de l'équipe de projet du Césine. Merci Alex d'être là. Oui. Tu as vu, une femme, t'es venue avec ta sœur? Qui c'est qui la femme? Alors, nous avons Tania Sava, titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance, professeure titulaire, École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Tania, merci d'être là avec nous ce soir. Nous avons également Sophie Poirier, coordonnatrice du programme Datapreneur pour Millennium Québécois à l'Université de Montréal. On peut applaudir Sophie. Excellent. Voilà. Nous avons, last but not least, Marie-Gabrielle Lavoie, agent de développement du pôle économie sociale de Vallée du Haut-Saint-Laurent. Merci d'être avec nous, Marie-Gabrielle. Waouh. Merci. Je sais qu'un gros jeudi soir, là, on pourrait être avec son petit verre de bulle, quoi qu'on a des bulles aussi ici, mais sans alcool, parce que l'alcool est interdit. Voilà, ici dans la chapelle, j'ai peur que ça prenne peu. Voilà, et puis sans alcool, il paraît que la fête est folle. Alors, merci d'être là ce soir, on est vraiment honorés. J'aimerais que vous puissiez dire un petit mot pour vous présenter. Donc, courtement, on vous donne soit 3 mots-clés. Des fois, on ne retient pas vos... Alors, je rappelle que leurs biographies sont sur nos réseaux sociaux, hein, ok? Vous pouvez avoir accès à leur lien LinkedIn et vous connecter à eux. Donc, vous aurez tout le descriptif. Mais je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir votre 3 mots-clés ou un slogan. Parlez-nous un peu plus de vous de façon différente. Bonsoir tout le monde. Donc, comme disait Tania Savon, maintenant c'est un panel de Montréal, hein, parce que tout à l'heure c'était Lucas. Alors, on salue nos collègues de Lucas. Chercheuse, qui cherche tout le temps. Je pense qu'on trouve beaucoup de choses, mais on continue de chercher. Passionnée par l'entrepreneuriat, mais surtout par la diversité de l'entrepreneuriat, parce que c'est ma première quand même spécialisation. Puis j'apprends aussi à voir la question de l'entrepreneuriat. Et je souhaite qu'un jour on parlera plus d'inclusion, parce que c'est tout simplement un état de fait. Bonjour tout le monde, moi c'est Alex Delorme, je suis coordonnateur de l'équipe de projet du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Si je peux prendre 3 mots-clés, ça serait bien sûr projet, ce serait aussi partenariat et soutien aux entreprises d'économie sociale. Donc mon rôle c'est justement de superviser l'ensemble des projets au CESIM, notre acronyme, pour amener un maximum de résultats qui viennent en aide aux entreprises d'économie sociale. On va te garder pour la fin, Marie-Gabrielle, juste pour qu'on en rajoute une couche. Bonjour, Sophie Poirier. Je travaille comme coordonnatrice de programme de Datapreneur à l'Université de Montréal. Je me dis une polyglotte multisectorielle. Par ailleurs, oui, présentement, je suis à l'Université de Montréal, mais il y a une personne ici qui m'a enseigné dans la salle et c'est Christina Constantine-Dix. Donc, j'ai étudié à l'UQAM et donc je suis bi-universitaire dans mon cœur. Sinon, je suis aussi une équilibriste de l'agilité. Et normalement, on dit toujours des choses comme super positives. Fait que je vais aussi dire que je suis éco-anxieuse et maintenant, depuis que je travaille pour Datapreneur, et technologiquement anxieuse aussi, techno-anxieuse. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup de changements et que l'économie sociale et l'entrepreneuriat est un moyen parmi tant d'autres, donc de faire ces changements-là. Donc, sur ça, je vais passer la balle à ma collègue Marie-Gabrielle. Elle me niaise du coup parce que finalement Sophie c'est ma mentor. Je suis ici grâce à elle. Donc mon nom est Marie-Gabrielle.
Je travaille pour le pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, donc la Montérégie ouest. Donc c'est à l'extérieur de Montréal. Oui, il y a d'autres choses à l'extérieur de Montréal. Donc, 3 mots pour me décrire, c'est difficile, mais je pourrais dire papillon libre. J'ai un parcours vraiment hétéroclite, donc je passe de l'histoire au cinéma, à l'immobilier et comptabilité. Et finalement, je rencontre Sophie dans mon parcours qui me parle de l'économie sociale, donc on veut parler ce soir, et je suis tombée en amour, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En fait, c'est très complet pour la définition qu'on en donne aujourd'hui, mais c'est super intéressant comme question parce que c'est quoi l'économie sociale? Ça a beaucoup évolué dans le temps et dans son histoire. Je vous dirais qu'il y a plusieurs vagues dans l'histoire de l'économie sociale et je vais faire vraiment une histoire courte. Souvent, les gens vont dire qu'ils vont s'entendre que ça a commencé en 1850, puis finalement, ça va évoluer, puis on va voir, mettons, en 1900 apparaître les caisses Desjardins. Tout le monde connaît ça, donc c'est plus facile à imaginer. Mais je dirais aussi que c'est vraiment dans les années 90 que l'économie sociale connaît vraiment un changement, puis j'aime ça le dire ce soir. Il va y avoir la marche mondiale des femmes contre la pauvreté en 1995 qui va venir faire changer vraiment toute la façon de penser l'économie sociale parce que là, il va y avoir un regroupement de femmes, plusieurs regroupements de femmes qui vont nous dire au gouvernement, aux institutions, on a besoin d'argent pour financer les institutions sociales. Et là, ça va vraiment, vraiment changer la perception de l'économie sociale. Et vraiment, au niveau du gouvernement, il va y avoir des nouvelles choses qui vont apparaître, des comités, des groupes de travail qui vont se pencher sur l'économie sociale. Et ça fait que la description et la définition a beaucoup évolué, mais maintenant, on est fiers de dire que c'est un modèle d'affaires qui est différent du secteur privé, mais qui vient vraiment beaucoup de la communauté. Donc, c'est pour ça que j'avais dit. Je tiens à dire que tout le long, j'avais de la misère à écouter, puis je faisais juste me dire, genre, je suis tellement fière d'elle. Je regardais ma mère, j'étais comme... Puis là, je me suis dit, c'est vrai, après ça, il faut que je parle, fait que je vais essayer d'écouter. L'économie sociale, c'est drôle parce que quand j'ai dans le passé, travaillé pour le CESIM, puis on venait me voir, puis on me donnait des définitions, puis à chaque fois, je suis comme, non, celle-là, c'est pas la bonne définition. Donc, à travers le monde, il y a différentes définitions. Donc, si vous voulez, la plupart de France, d'Europe, chaque pays va avoir sa définition et sa place sur l'échiquier de droite à gauche. C'est-à-dire que dans certains pays, on va placer l'économie sociale pour qu'elle remplace les entreprises. Dans d'autres pays, elle va remplacer l'État. Donc, à chaque fois, les définitions sont légèrement différentes. Donc, c'est sûr que comme personne en situation d'immigration, c'est difficile de comprendre c'est quoi l'économie sociale. Donc, il y a vraiment quelque chose à apprendre. Et bien, pour ça, il y a des endroits comme le CEDIL, et il y a des explications. Et
on peut vous accompagner en économie sociale à ce moment-là. Puis en plus, il y a aussi des super organisations qui se spécialisent pour les communautés féminines issues de l'immigration et qui portent des belles robes jaunes. Oui, j'aurais certainement quelques idées, mais je suis sûre que nos experts de l'économie sociale vont certainement intervenir aussi. Moi, je dirais d'abord, parce que quand on regarde l'entrepreneuriat en général, et Christine en parlait tout à l'heure, c'est la capitalisation qui vient en premier, c'est faire de l'argent. Donc, on fait entrepreneur, succès en entrepreneuriat, et là, vous faites des images que généralement, encore une fois, ce sont les entreprises, les personnes qui sont aux têtes d'entreprises qui font le plus d'argent. Donc, on pense encore entrepreneuriat égale argent. L'économie sociale, ce qu'elle a compris, c'est que économie et société allaient de pair. Et aujourd'hui, on se tue à expliquer que ça prend des facteurs ESG, d'environnement, de société, de gouvernance. L'économie sociale l'a compris depuis des siècles, ou en tout cas quelques années, certainement depuis qu'on la renforce au Québec. Puis enfin, on dirait que la boucle se fait, puis les leviers arrivent pour montrer combien l'économie sociale est importante. Ce qu'il faut aussi, et je ne sais pas si mes chiffres sont bons, mais je vais regarder un peu, c'est quand même 10% du PIB du Québec. Donc, c'est pas peu. C'est sûr que ce sont les coopératives financières qui font plus d'argent que les OBNL, mais quand même, il y a quand même une contribution, mais les OBNL sont beaucoup plus nombreuses. D'ailleurs, je pense que c'est à 8 000 et quelques sur les 11 000 qu'on a entreprises dans l'économie sociale. Donc, il y a quand même une évolution, puis probablement que cette évolution va se faire aussi à travers l'impact. Je pense aussi qu'on associe beaucoup l'économie sociale à un travail peut-être moins bien rémunéré, beaucoup de bénévolat, mais très honnêtement, même si on regarde le bénévolat, d'abord, c'est un endroit de création d'emplois, donc ça fait beaucoup de richesse parce que c'est les entreprises de 5 employés et moins qui créent le plus d'emplois au Québec, donc ça en fait partie. Mais ce qu'il faut aussi réaliser que le travail non rémunéré, c'est du travail, c'est la société aussi. Ce sont des gens qui s'occupent à faire des choses qui sont des choses très importantes. Puis tout ça, pourquoi passe sous le radar? Parce qu'on ne le comptabilise pas. Puis le jour où on va prendre mettre un peu d'effort pour comptabiliser tout ça, c'est sûr que l'économie sociale va prendre encore plus d'envergure que ce qu'on voit actuellement. Ça va? Ça te plaît? C'est une excellente constat qui a été dit par Tana, c'est vraiment excellent. Je pourrais aussi rajouter que dans le milieu de l'éducation, si on parle vraiment du secondaire jusqu'au cégep et l'université, peut-être un peu moins dans les 2 derniers, mais il y a une question aussi d'éducation. L'entrepreneuriat en général se développe vraiment à vitesse grand V, plus qu'on va vers le secondaire et le collégial et l'université, mais encore là, c'est des modèles traditionnels qui sont souvent enseignés. Donc, on ne va pas exposer autant les jeunes à ces nouveaux modèles d'entreprendre collectifs qui justement ne mettent pas le profit par-dessus tout, mais bien pour répondre à des enjeux de société, que ce soit social et ou environnemental. Donc, un gros travail à faire en France à ce niveau-là pour faire mieux connaître le modèle de l'économie sociale aux plus jeunes pour qu'ils puissent grandir avec ça et répondre aussi à leur propre talent. Tu as volé mon punch de l'éducation. Je trouvais vraiment que c'était la meilleure réponse. Fait que je vais y aller avec les programmes d'accompagnement. En tant qu'actrice, acteur et actrice d'accompagnement, la majorité des programmes ne soutiennent pas les entreprises d'économie sociale et c'est entre autres par manque d'éducation. Donc, on ne connaît pas le modèle. Sinon, une autre raison aussi pour laquelle on ne connaît pas l'économie sociale, c'est que si on parle de l'entrepreneuriat immigrant, ben,
à travers le monde, le modèle est encore moins connu qu'au Québec. Donc, on arrive au Québec et il y a un nouveau modèle à découvrir, en plus de découvrir tout plein d'autres choses. Et le modèle principal qu'on va toujours discuter, c'est le modèle de l'entreprise. Où est-ce qu'on va faire de l'argent? Donc, la possibilité de trouver un écosystème qui va vous faire connaître l'économie sociale est beaucoup moindre que de trouver un modèle classique de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment, il faut plus d'organisation comme... Je ne vais pas le dire. Jaune. Je te plains. À chaque fois, je fais 20 $. Puis mon but, c'est d'acheter une robe à la fin de la soirée. Merci. Diversité. Déjà en parlant, moi, c'est la question, est-ce qu'on parle diversité femmes-hommes ou on parle au niveau culturel? La couleur. Je ne veux pas démontrer, mais on est un bon exemple de le manque de diversité en économie sociale. Pas méchamment, mais moi, justement, qui est en Montérégie, j'arrive souvent à être la seule représentante de couleur. Je vous dirais que c'est peut-être un problème d'accessibilité. Parce que souvent, ce que je vois avec d'autres communautés, c'est quand ils arrivent au Québec, ils sont déjà occupés à survivre. Donc, ils vont se retrouver entre eux autres. Et ils, sans le savoir, font un peu de l'économie sociale en ramassant des sommes d'argent pour aider leur communauté. Mais de se structurer, ça demande du temps et aussi de l'aide au niveau des municipalités. Puis on n'est pas encore rendu là de façon systématique. Et je pense qu'on le dit vraiment souvent, c'est le mot d'ordre, c'est l'éducation. Donc, vraiment, l'accessibilité aux communautés, de pouvoir concevoir déjà ce qu'ils font dans leur communauté, mais dans un modèle d'affaires, c'est pas facile. Donc, c'est un peu pour ça que je me dis qu'il manque de diversité. Puis aussi, nos représentants, on l'a dit depuis tantôt, c'est plus souvent des hommes blancs. Et le modèle qu'ils vont préférer, pas nécessairement, mais ce que je veux dire, ça va être souvent plus traditionnel, privé. Et quand on parle après ça de la femme, c'est elle qui va peut-être un peu plus intime, on va en trouver vraiment quand même souvent là, des directrices femmes en économie sociale parce qu'il y a beaucoup de valeurs, de missions. Parce que je ne veux pas dire que les femmes ont plus ce côté-là, mais ça se représente un peu plus chez les femmes. Donc on va voir beaucoup de directrices générales dans les entreprises d'économie sociale. Ça me réserve des questions difficiles. D'abord, peut-être pour répondre à la question pourquoi il y a peu de diversité en économie sociale, parce qu'il y a peu de diversité en entrepreneuriat pour commencer, en général. Aujourd'hui, on est très content d'atteindre presque 18% de représentation de femmes en entrepreneuriat au Canada. Quand même, le Québec est un bon acteur là-dedans, bien entendu, et l'Ontario. Mais on a besoin de beaucoup plus. Et quand on regarde du côté des personnes racisées, minorités, ethnoculturelles, etc., autochtones, personnes en situation de handicap, etc., alors là, les pourcentages, évidemment, sont très, très faibles. Donc, on voit cependant, moi je pense qu'on est au meilleur moment de parler d'entrepreneuriat puis de diversité d'entrepreneuriat. Parce que les stratégies gouvernementales commencent à être très alignées là-dessus. La sociodémographie, évidemment, en est pour beaucoup, pour montrer que
si on veut que l'économie puisse croître, mais on peut pas, on doit faire contribuer tous les profils qui constituent cette économie. Et donc, si on regarde du côté des personnes immigrantes, si on ne regarde pas du côté justement des personnes qui sont noires, les personnes racisées, les personnes qui aujourd'hui vont représenter 30 à 40% quand même de la population au Canada, ben, on est en train de tout simplement mettre de côté un potentiel énorme. La question, bien entendu, si je reviens un peu à l'économie sociale, puis qu'on reste là-dedans, puisque le panel est là-dessus, la question de l'innovation. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on veut absolument aider, puis encourager, puis faciliter le financement des organisations qui font beaucoup d'innovation, donc qui sont généralement qui développent l'innovation, qui développent les technologies. Or, quand on voit par exemple du côté des femmes ou du côté aussi des personnes, en tout cas qui sont sous-représentées en entrepreneuriat, vont être beaucoup plus dans l'application de l'innovation. Or, dans les dernières données que l'on voit, les femmes à la tête d'entreprise, autant que les hommes, implantent de l'innovation et sont des utilisatrices aussi de nouvelles façons de faire, de technologies, etc. Donc, il n'y a plus ces différences à faire. Et quand on regarde du côté de l'économie sociale, ben, ce sont des entreprises qui aident les autres à innover. Donc, ça devient des acteurs clés dans les économies. Et donc, encore une fois, il faut encourager, il faut aller chercher. Le financement est un grand problème. Le financement, déjà, en général, est difficile d'accès, mais quand on regarde aussi du côté des entreprises qui sont en économie sociale, il faut trouver des moyens au moins d'assurer, parce que, bon, vous allez me dire, oui, les entrepreneurs sont à la course d'approvisionnement, de trouver des clients, etc. C'est vrai, mais du côté de l'économie sociale, ben, c'est toujours aller renflouer les caisses, puis retrouver aussi où est-ce qu'ils vont chercher l'argent, aussi trouver les activités qui vont pouvoir les financer, etc. Donc, c'est des formes qu'il faut trouver, dans lesquelles il faut donner quand même une certaine stabilité. Si aussi, pour plus développer, pourquoi ne pas aller vers des incubateurs spécialisés en économie sociale? Ça aussi, c'est très important. Et aujourd'hui, en général, les incubateurs, ben, qui va dans les incubateurs? C'est des gens qui sont habitués aux incubateurs et pour qui les incubateurs ont été développés. Alors, on va laisser tranquille Alex, on va pas tout le temps parler de l'homme blanc, il avait venir pour se fâcher. Et puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de diversité sur notre panel parce qu'Alex est là. Donc, on va essayer de le garder. Mais quand même, ça a été parce qu'on le voit dans les études. On pose la question moi je l'ai fait à 1800 entrepreneurs, qui va dans les incubateurs, devinez qui va le plus dans les incubateurs. Les femmes vont dans une proportion de à peine 40%. Les hommes dans une proportion de 90%. Tout de suite, ils vont penser incubateur. Les femmes vont penser quoi, d'après vous? Hein? Et il me faut des compétences, il faut que je développe telle affaire, telle autre affaire, il faut que je suive un cours. Au lieu d'aller dans un incubateur et se dire, allez, go, on va développer nos affaires et on va faire quelque chose. Donc, est-ce que c'est leur faute? Je ne suis pas sûre. Peut-être que les incubateurs ne les accueillent pas assez. Peut-être que les incubateurs ne reflètent pas, encore une fois, des modèles pour les encourager à vivre. Je pense qu'en économie sociale, ça va nous en prendre parce que c'est un moteur de l'économie qui est très important. Il répond aux critères d'impact que l'on recherche aujourd'hui en termes d'environnement, en termes de durabilité, le fameux sustainability, en termes de gouvernance, et je pense qu'il faut vraiment développer beaucoup plus de ce qu'on fait. Donc, bravo, il faut vous encourager à aller là.
l'amour de l'économie sociale. Moi, c'est comme je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis que j'ai 16 ans. Puis je me souviens, j'essayais toujours de repenser les modèles, c'est cette fameuse innovation-là, de repenser comment être plus juste, comment redonner. Et quand j'étais à l'UQAM, il y avait une champ de spécialisation dans les certificats en dynamique entrepreneuriale, en économie sociale. Puis, je vous jure, la première fois que j'ai été dans un cours en économie sociale, c'était un cours obligatoire. D'ailleurs, Christina était la directrice de ce programme-là. Et je me suis dit, oh my God, Kumbaya Seigneur, un cours obligatoire sur l'économie sociale, mais pourquoi je suis là? L'économie sociale représente l'innovation en soi. C'est un nouveau modèle. On parle de 1800, 1900, mais en réalité, la loi puis sa prise en charge, c'est extrêmement récent, puis on est un modèle à travers le monde. Les yeux sont rivés vers nous en économie sociale et ça a un impact tellement grand. Puis moi, la raison pour laquelle j'ai choisi l'économie sociale, c'est que, je pense que le monde doit être repensé. On fait des choses de mal à travers le monde. Si on parle juste du manque de diversité, que ce soit environnementalement parlant ou culturellement parlant, il faut repenser ce qu'on fait. L'entrepreneuriat est une façon parmi tant d'autres d'y arriver. C'est une façon que je chéris, que je crois qui peut changer les modèles. Donc, j'ai chéri le défi de l'économie sociale et ce n'était pas prévu, mais on m'a garoché dans Datapreneur et j'ai toujours aussi pensé que les technologies, bien sûr, je m'étais rapprochée en technologie des affaires et j'ai toujours pensé que les technologies aussi sont un moyen parmi tant d'autres de supporter l'humain et les changements. Donc, voilà, je suis le mouton à 5 pattes qui était en économie sociale et qui est maintenant en intelligence artificielle. Et dernièrement, je vais faire un name dropping, Joshua Benjo, mais j'étais à une entrevue un événement avec Joshua qui parlait des enjeux de gouvernance en intelligence artificielle. Et Joshua parlait justement du modèle qui doit être repensé. Où est-ce qu'on doit redonner à la collectivité tous ces savoirs-là et les retomber. Puis là, j'avais pu me lever et dire, Joshua, mais tu parles d'économie sociale. Donc, c'est quoi, dans le fond, l'économie sociale a besoin de faire des changements. On ne se mentira pas, l'économie sociale a un retard d'environ 15 ans en termes de transition numérique. Donc, c'est sûr que quand on parle d'intelligence artificielle, moi, je chéris ce rêve-là, puis si jamais on peut travailler à faire en sorte qu'il y ait des recherches et développement pour qu'on intègre l'économie sociale à travers le modèle, l'intelligence artificielle et l'économie sociale ensemble, ça serait mon rêve. Mais je pense que, clairement, l'intelligence artificielle a besoin d'une meilleure gouvernance et que le modèle de l'économie sociale pourrait se prêter à soutenir un modèle de l'intelligence artificielle pour qu'il y ait des meilleures retombées et un système plus juste et plus équitable, et vice-versa. Donc, l'économie sociale doit faire des changements énormes, un grand bond, parce que si on n'est pas en mesure d'intégrer les transitions numériques, malheureusement avec la pénurie de main-d'œuvre, et l'économie sociale se doit aussi d'être compétitive. Donc, il y a vraiment des changements à faire, des changements systémiques, mais les changements systémiques doivent être faits de façon transversale à tous nos systèmes. Fait que ce n'est pas simplement l'économie sociale, mais il y a beaucoup de changements à faire. C'est tout. C'est intense. C'est une très belle discours par rapport à comment l'économie sociale peut venir en réponse aux enjeux d'aujourd'hui. Effectivement, c'est un modèle qui sera davantage appelé à être étendu dans tous les sphères, dans tous les secteurs d'activité, partout, parce que c'est vraiment une réponse inclusive aussi. Donc, ça s'étend dans les communautés sont ouvertes aujourd'hui, ça tout le monde ensemble va mettre des solutions concrètes sous forme coopérative au PNL. Pas vraiment grave, c'est vraiment d'aller plus loin. Mon rêve le plus fou, je pourrais dire, je le vois se matérialiser sous mes yeux. J'aimerais donner un exemple pour toi. L'automne dernier, Sophie et moi, on a participé à un concours d'entrepreneuriat qui s'appelle Collégial en affaires. Je ne sais pas s'il y en a qui en avaient déjà entendu parler. C'est un concours montréalais qui regroupe plusieurs cégeps où ce qu'ils vont faire, d'abord, ils vont bâtir sur un certain nombre de semaines, vont créer des équipes, vont bâtir des projets et ils vont
chose de formel, assez connu. Et on travaille avec notre collaborateur qui est PME Montréal, qui nous soutient ce concours-là. Et avec Sophie, entre autres, on a vraiment amené la dimension économie sociale et impact social aussi dans ce concours-là. Durant toute une journée d'entrepreneuriat, on a parlé d'impact, on a parlé de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux, penser à leur modèle d'affaires en fonction de l'impact que vous donner. Bien sûr, on a parlé des situations que je vous disais. Et à la grande finale, sur les trois premières places, 2 étaient des entreprises d'économie sociale. Donc ça, c'est un grand changement qui est vraiment le fun à voir parce que les jeunes aujourd'hui, une belle génération, ils veulent vraiment travailler selon leurs talents. C'est pour ça que je m'en parle à part sur l'éducation. Parce qu'ils sont là, ils en mangent, ils veulent faire des changements, ils voient ce qui se passe partout dans le monde, ils veulent faire partie de la transition socio-écologique. Donc, de le faire connaître encore plus, ils vont juste rentrer dedans, ils vont créer plus d'entreprises d'économie sociale. Donc, oui, l'avenir semble très beau. Ça a été la gagnante de collégiale ordinateur il y a 2 ans. Voilà. Donc moi, je remets mon chapeau d'historienne encore une fois, parce que pour regarder en avant, moi, je dois regarder en arrière. Et l'économie sociale, souvent, va arriver à des moments où il y a des crises économiques dans l'histoire. Puis là, les gens, ils se retournent sur « Oh mon Dieu, on n'a plus beaucoup d'argent, il faut innover, comment on fait? » Puis on se retourne vers l'économie sociale. Donc, pour faire une histoire courte, moi, ce que j'espère dans 5 ans, c'est que ça ne soit plus un modèle par défaut parce que finalement, il manque d'argent, mais plutôt parce que c'est pour ses valeurs en soi, l'économie sociale. Donc, j'espère que c'est pas parce qu'il va y avoir une crise économique que l'on va penser à l'économie sociale. Donc, c'est mon souhait. Elle ne veut pas me laisser parler. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose sur ça? Ok. Écoute, quand même, avec toutes ces belles choses qui viennent d'être dites, moi je pense que toute économie et société se doit d'être équilibrée, puis l'économie sociale fait partie de cet équilibre, et absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut pas attendre des crises, ou il ne faut pas attendre de se lancer en économie sociale par défaut. Et comme l'a dit Alex tout à l'heure, à partir du moment où on change comment on mesure les impacts, automatiquement l'économie sociale va être mise de l'avant. Mais si on calcule encore une fois en capitalisation, c'est pas là, mais si on calcule sur les impacts, automatiquement ça va être là. Moi, je voudrais aussi rappeler, enfin ce qui a été dit est super, mais l'économie sociale est un moteur d'innovation de 2 manières. C'est une innovation sociale en elle-même, puisque tout l'impact, toute la façon, toute la mission est autour de ça. Mais généralement, c'est un moteur d'innovation pour les autres organisations aussi. Souvent, on travaille au service des autres organisations. Start-up, si tu voulais une publicité. Donc, tu amènes aussi d'autres organisations, des entrepreneurs, vers l'innovation. Donc, c'est à double titre. Et je terminerai en disant, c'est très beau les concours, vraiment, et justement c'était un peu l'idée que je voulais amener, mais d'amener ces concours, il y a tout le temps des prix des meilleurs entrepreneurs, entreprises, etc. Pourquoi ne pas avoir une catégorie vraiment d'économie sociale au lieu de juste les mettre dans les autres, parce que c'est toujours dans l'image que l'on projette qu'on fait en sorte qu'on va encourager les personnes aussi à savoir d'abord comprendre c'est quoi. Très honnêtement, moi je ne savais même pas qu'il y avait une stratégie gouvernementale en économie sociale, je l'ai appris en me préparant pour ce panel. Donc, peut-être qu'il faut la faire connaître et justement par plus de visibilité sur des entrepreneurs qui font des belles choses dans ce domaine. Merci beaucoup. Donc, oui, l'économie sociale, innovation. Si vous ne connaissiez pas l'économie sociale avant ce panel, vous en savez un peu plus. Et effectivement, il faut montrer des modèles. D'ailleurs, pour faire notre pub, merci, d'ailleurs, vous aurez tous vos chèques. Alors, dans notre première cohorte en économie sociale qui s'est terminée en janvier, là,
On a 2 entrepreneurs qui ont participé au concours québécois en entrepreneuriat, un concours à travers la province. Et on a les 2 qui ont participé ont gagné le prix dans leur région. Donc là, elles sont dans la ronde pour le concours à travers, j'allais dire la nation, mais bon, bref. Ouais, Nation Québec, la Nation Québec. Donc on est content de ça et c'est ça, il faut de plus en plus de modèles qui vont pouvoir refléter dans nos communautés parce que lorsqu'on voit de la diversité, on se dit ok, on va venir vers la diversité. C'était tellement riche ce que vous nous avez apporté. Je vous dis un gros merci d'avoir démystifié l'économie sociale. Donc, si vous êtes avec nous pendant le temps de réseautage, agrippez-les, posez des questions. Je pense que ça va leur faire plaisir de connecter avec vous, d'en savoir plus sur leurs différentes institutions, que ce soit Tania, avec aussi le PCFE, portail de connaissances en entrepreneuriat féminin. Donc, Tania fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. C'est grâce à cela qu'elle peut nous apporter des faits, des données concrètes et tout ça, et puis des possibilités d'avancement. Les pôles d'économie sociale qui sont là à travers les différentes régions à vous parler, à vous outiller, et puis bien sûr Millennium avec les milliards que vous avez, vous allez pouvoir déverser sur la communauté. Donc on attend, si vous avez donné, oui 40 millions, ah oui c'est vrai j'ai vu grand, mais 40 millions on peut partager. On peut partager, il n'y a pas de problème. Donc, une main d'applaudissement pour ce panel. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite à reprendre votre place. Merci. Non, mais plus fort. Jusqu'à ce que vous ayez la place. Merci. Ok, vous avez été sage. C'est bientôt la partie où on va se défouler, mais attention, on a encore un petit quelque chose pour vous. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat diversifié. Oui, Startup, on accompagne les femmes des communautés culturelles en économie sociale et puis au prédémarrage. On essaie de rendre l'entrepreneuriat fun, c'est important. Donc, on fait des événements comme à la plage ou dans un restaurant, on danse sur la table. Tantôt, il y aura un concert de gospel. Là, on va jeter la chemise, on va se défouler. Bref, on essaie de faire en sorte que l'entrepreneuriat ressemble à nos couleurs et qu'on puisse vraiment prendre notre place. Et alors qu'on parle d'entrepreneuriat diversifié, savez-vous que, aussi vrai qu'il y a des organismes spécialisés qui accompagnent en économie sociale, on a des organismes qui sont spécialisés pour accompagner des entrepreneurs ethnoculturels. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler d'Entreprendre ici? Oui, pas tout le monde. Il faut que tu blondines. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Entreprendre ici? Applaudissez Blondine. Voilà. Alors, je te donne 3 minutes, je suis gentille, hein. C'était 2, mais 3. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Bon, alors j'ai pas la chance d'être une oratrice merveilleuse comme Maria ou comme les oratrices précédentes ou monsieur. Mais je vais essayer. Alors j'ai pris mes notes, mais j'ai oublié mes lunettes. Alors, voilà. Donc, déjà avec l'aide de ce... Alors moi, je travaille chez Entreprendre ici, donc, et je suis chargée des partenariats et des relations publiques. Voilà, donc j'ai déjà eu la chance de rencontrer Marianne dans le cadre de mon mandat il y a quelques semaines. Et donc j'ai été invitée pour vous parler un petit peu d'Entreprendre ici. Alors Entreprendre ici, est né à l'initiative du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie en 2018. Donc c'est somme toute encore assez récent, ça fait 5 ans, on va fêter notre anniversaire d'ailleurs bientôt. Et c'est né du constat qu'a fait le gouvernement qu'en fait, il existait énormément d'organismes pour aider au niveau de l'entrepreneuriat au Québec, mais les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle avaient de la misère à retrouver l'information et donc à utiliser ces services, et les services étaient sous-utilisés, si on peut dire. Et donc le gouvernement a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont créé Entreprendre ici pour qu'on fasse un peu office de catalyseur, donc qu'on réfère les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle aux bonnes ressources au bon moment. Donc ça, c'est vraiment notre mission, là, c'est d'éviter que les ressources ne soient pas utilisées et qu'on envoie les personnes au bon moment, au bon endroit.
Donc les entrepreneurs nous contactent, que ce soit par courriel, téléphone, etc. Et nous, on leur donne un rendez-vous avec un de nos conseillers en entrepreneuriat qui dresse un petit peu la table et qui regarde avec eux, ok, où vous en êtes dans votre projet entrepreneurial, à quel stade, est-ce que vous êtes au stade de l'idéation, le pré-démarrage, le démarrage, la croissance, et en fonction de là, quel est l'organisme ou quels sont les organismes qui vont être les plus pertinents pour vous. Est-ce que vous en êtes à chercher un financement, par exemple, une subvention? Alors là, à ce moment-là, on a des partenariats avec d'autres organismes et on collabore avec l'entièreté de l'écosystème. Donc on va voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous. Aussi des ateliers, on donne des ateliers gratuits. Tous nos ateliers, dans le fond, sont gratuits et tous nos services aussi. Donc des ateliers pour aller développer les compétences entrepreneuriales. Je regarde mes notes. Donc un accompagnement personnalisé, des ateliers de formation, on a aussi du mentorat, c'est pas nous qui le ferons, c'est un de nos partenaires, Réseau Mentorat, on va envoyer les entrepreneurs pour lesquels c'est pertinent aussi, là, qui en réclament le besoin, d'avoir accès à du mentorat pour aller les appuyer dans leur prise de décision, etc. Donc ça c'est aussi une belle ressource. Des occasions de réseautage aussi, que ce soit entre entrepreneurs de notre réseau et aussi avec le monde des affaires québécois pour toujours les garder en contact et les aider dans le développement de leurs affaires. On a aussi des bourses d'honneur de la diversité ethnoculturelle. Chaque année, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie nous confie une enveloppe de $600 000 pour qu'on puisse remettre des bourses à 24 entrepreneurs. Donc si on compte, ça fait $25 000 pour 24 personnes dont le projet entrepreneurial s'est démarqué. Donc c'est un beau coup de pouce là, quand on veut acheter du matériel, recruter une personne, aller plus loin dans son projet. Et ça se passe au mois de novembre. Voilà le gala de remise des bourses. Mais si vous voulez aller regarder sur notre site internet pour vous-même éventuellement courir la chance d'être un de ces entrepreneurs-là, on va bientôt partir en ouverture des candidatures. Donc n'hésitez pas. Et sinon, on a un service de télémédecine également pour tous les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle. On s'est rendu compte, notamment durant la Covid, que les entrepreneurs étaient isolés. On en a déjà entendu parler tantôt. Mais, et ça se reflète aussi au niveau de la santé mentale, de la santé physique, de ne pas forcément avoir accès à des soins. Donc le service de télémédecine qu'on a réussi à obtenir avec TELUS Santé permet aux entrepreneurs justement de pouvoir prendre soin de leur santé physique et mentale à toute heure du jour et de la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour un prix défiant toute concurrence. C'est 7,50 € par mois pour l'entrepreneur et pour tous ses employés. Enfin, pas personne, par entreprise. Donc c'est quand même pas cher, on peut dire ça. Puis ça c'est le seul service pour les payants. Après tout le reste est gratuit. Et sinon on sensibilise aussi les intervenants de l'écosystème entrepreneurial parce qu'on s'est rendu compte que ça a été mentionné plus tôt. Justement, j'ai oublié Karen et le prénom de madame que j'ai oublié, je m'excuse, Christina, qui ont mentionné justement que ce serait intéressant d'aller former les personnes qui gravitent dans le système entrepreneurial, l'écosystème. On le fait, on y va, on se déplace dans 10 régions administratives, on espère l'année prochaine dans les 17 pour aller justement faire sauter les préjugés, des choses comme ça qui peuvent des fois biaiser la prise en charge des personnes issues de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle. Et puis pour finir, on fait aussi la promotion des entrepreneurs qu'on suit par nos soins. Donc sur nos réseaux sociaux, on les invite à des événements comme ça peut être le cas aujourd'hui avec toi, ou des émissions de radio, des articles de presse, etc. Donc si jamais, entreprendreici.org, vous pouvez aller regarder, ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos projets entrepreneuriaux. Voilà, merci. On peut applaudir entreprendreici.org. Excellent. Vous savez, dans la vie, il faut connaître les bonnes personnes. Moi, je connais quelqu'un ici dans la salle, là. Elle gère des millions et je reste proche d'elle. Alors qu'on parle d'organismes qui accompagnent dans la diversité, je ne peux pas faire cette soirée sans parler des vols. Sylvie Casana, veux-tu venir nous parler des millions que tu gères et de la diversité? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà, la grande sœur, c'est comment? Ça va?
Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Désolée, je ne vais pas tout reprendre, mais en tout cas, je les remercie. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, je disais que Sylvie Gassana, donc je suis la directrice régionale de EVOL pour la région de Montréal. EVOL est une organisation de développement économique. Ça fait plus de 25 ans que ça existe. En fait, EVOL, pour ceux qui connaissent, c'est aussi l'ancien FAMESOR. Donc, c'est FAMESOR qui, à la base, était une initiative vraiment créée pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et donc, ça fait 25 ans que cette organisation existe. Aujourd'hui, on s'appelle EVOL. Pourquoi? En fait, on a fait le virage il y a à peu près 2 ans. Initialement, c'était FAMESOR, soutien pour l'entrepreneuriat féminin. On est à la base soutenu par le gouvernement du Québec. Donc, on a un fonds d'investissement de 60 millions de dollars. Et un de nos partenaires principaux, c'est le gouvernement du Québec. On a aussi la BDC, on a la Banque nationale, Fonds d'action, Fonds de solidarité, FTQ. Et aujourd'hui, on soutient des entreprises qu'on appelle diversifiées et inclusives. Donc, on est passé de l'entrepreneuriat féminin parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'aujourd'hui, on n'a pas que les entrepreneurs femmes qui ont des enjeux au niveau de l'accès au financement, mais aussi les entrepreneurs issus des communautés autochtones, les communautés LGBTQ, les entrepreneurs avec un handicap, les communautés racisées, les entrepreneurs immigrants. Donc, on s'est dit on va s'adresser aux communautés sous-représentées en entrepreneuriat. Oui, les femmes ont aussi un enjeu, mais aussi toutes ces communautés. C'est pour ça qu'on a fait ce virage-là, de se dire, bon, de FAMESOR, on va à EVOL, on a un nouveau fonds. Avant, on avait aussi un fonds de 20 millions qui venait à échéance, et on s'est renouvelé. Le gouvernement du Québec nous a refait confiance parce qu'ils ont pu voir les impacts de notre fonds auprès des entrepreneurs femmes de la communauté entrepreneuriale féminine. Donc là, c'est EVOL. On a élargi la clientèle à laquelle on dessert. On peut nommer toutes ces clientèles-là. Donc c'est vraiment un fonds dédié pour ces entrepreneurs-là, mais avec tout un volet d'impact social et environnemental. On veut aussi sensibiliser les entrepreneurs qui viennent nous déposer des projets. Oui, c'est bien l'impact économique, mais c'est quoi aussi ton impact social? C'est quoi ton impact environnemental? Donc, nos fonds aujourd'hui, c'est ces 2 critères-là. Est-ce que l'entreprise est détenue à 25% par une femme ou par un entrepreneur issu des communautés sous-représentées? Et est-ce qu'elle a un impact social, environnemental? On s'inspire beaucoup des 17 objectifs de l'ONU au niveau du développement durable. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut soutenir les entreprises d'impact. Donc, quand on parle d'économie sociale, c'est aussi ça. Okay. Alors, c'est un fonds de 60 millions. Nous, ce sont des prêts, donc ce n'est pas vraiment des subventions. Je sais que souvent on nous approche pour est-ce que ce sont des subventions, c'est vraiment des prêts de 20 000 à 450 000. Quand EVOL, qui était anciennement FAMESOR, est né il y a 25 ans, on faisait des microcrédits de 5 000. Aujourd'hui, on fait des prêts de 20 000 à 450 000 pour des projets de démarrage, de croissance, d'acquisition, de relève. Donc, on est quand même un partenaire qui est dans l'écosystème depuis très longtemps et on est toujours en partenariat dans des montages financiers, que ce soit avec PME Montréal, avec les futurpreneurs, on collabore avec l'écosystème parce qu'on veut changer cet écosystème, on veut le rendre beaucoup plus inclusif, beaucoup plus diversifié, mais on sait qu'on ne peut pas le faire seul, on doit le faire avec la collaboration de tous les partenaires et c'est comme ça qu'on collabore également avec Startup et tous les autres partenaires pour justement que l'entrepreneuriat soit beaucoup plus représentatif de la société. Alors oui, c'est du financement, c'est du prêt, mais c'est du financement accompagné. Parce qu'au cours des 25 dernières années, on a développé plusieurs outils, que ce soit les cellules de co-développement, c'est de l'accompagnement financier. Donc oui, on finance, mais on les accompagne pendant toute la durée du prêt qui sont avec nous pour s'assurer que ces femmes-là ressortent, puissent aller aussi se financer ailleurs, mais vraiment avec des bases financières beaucoup plus solides. Aujourd'hui, on met aussi beaucoup l'emphase sur toute la question du développement durable. Donc, on a aussi intégré des outils pour pouvoir les accompagner dans ce volet-là. Donc, c'est à peu près ça. C'est du financement accompagné. On les accompagne, que ce soit à travers des cellules de co-développement, des ateliers, de la formation, des brigades d'experts. Mais c'est vraiment de dire, nous, on se positionne vraiment comme du financement accompagné dans l'écosystème. On finance, mais on accompagne aussi tous nos entrepreneurs parce que l'accompagnement, c'est la clé du succès. C'est ça qui permet aux entreprises d'être viables financièrement qui permet d'assurer cette pérennité. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis chez EVOL. J'ai travaillé à BDC aussi avant. Et donc, passionnée de l'entrepreneuriat diversifié, l'entrepreneuriat des communautés. Alors, n'hésitez pas à venir me rencontrer tantôt. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et merci de l'invitation. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, on applaudit. Bon,
ce que j'aime beaucoup à Montréal, c'est la diversité. Franchement, quand le monsieur qui est quelque part là, j'ai un mari qui circule quelque part, vous l'avez entendu tout à l'heure là, une voix d'ange, un petit avant-goût du paradis. J'espère que vous êtes prêts les musiciens, hein, ça sera à eux, je pense. Alors, quand il m'a dit on va au Canada, je dis quoi, moins 30, pourquoi, etc. Mais quand je suis arrivée à Montréal, je suis tombée en amour avec la ville. J'ai retrouvé mon haloco, ma banane plantain, mes aliments de chez moi. Et quand j'étais à Québec, dans la ville de Québec, il y a 10 ans, il y a 11 ans de cela, j'ai pas trouvé tout ça. Alors je suis revenue à Montréal. Ce que j'aime à Montréal, ouais, t'applaudis un peu si t'es d'accord, hein? Alors, il y a de l'Asie, il y a de l'Afrique, il y a de l'Orient, du Moyen-Orient. Si vous voulez aller, si vous êtes africain, il y a le réseau des chambres, des jeunes chambres de commerce africaines. Il y a les réseaux des jeunes chambres de commerce latines, hein, je ne savais pas si vous saviez ça. Il y a les réseaux des Camerounais, il y a les réseaux asiatiques. D'ailleurs, on a une belle diversité de l'Asie ce soir. Merci Cindy, le réseau est là. Donc, il y a de tout à Montréal, c'est une ville cosmopolite. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui gère le regroupement de toutes les jeunes chambres de commerce à travers le Québec? Et dans toute cette diversité, là, si vous dites « Oh, je suis un peu perdue, je veux trouver des gens de ma communauté », je vais appeler le directeur du RJCCQ, Goderic Tob, à nous parler de ce que fait le RJCCQ. Merci d'être là. Bonjour à toutes, bonjour Marianne, bravo pour ce tour de France de cette soirée très très inspirante vraiment. Alors moi je ne suis pas le directeur, je suis le directeur affaires publiques et relations gouvernementales du regroupement de toutes les jeunes chambres de commerce du Québec. Il y en a 42 à travers tout le Québec, que ce soit la Montérégie, l'Abitibi, Québec, Montréal. On a des jeunes chambres de commerce dans toutes les régions. Et on a aussi 10 jeunes chambres issues des communautés culturelles. Donc effectivement, il y a une jeune chambre de commerce latino-américaine, il y a une jeune chambre de commerce haïtienne, roumaine, il y a le réseau des professionnels africains, le REPAF, il y a la jeune chambre de commerce congolaise. Tout ça pour dire qu'on valorise vraiment toutes les diasporas, tous les liens qui sont créés entre les entrepreneurs d'ici et de là-bas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le portail du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, de consulter la page des membres, de voir parce que nous, on est une fédération. Donc, ce qu'on peut vous faire, c'est vous référer auprès de jeunes chambres, pas simplement pour participer, mais aussi pour vraiment vous impliquer, pour prendre des initiatives. Les chambres de commerce, c'est pas seulement du réseautage. C'est aussi de la formation, c'est de plus en plus du développement de compétences. C'est ce qu'on a mentionné à travers toutes ces initiatives, c'est un écosystème, c'est de l'entourage, c'est du réseau, c'est tout ce dont vous avez besoin au quotidien pour grandir en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'intrapreneur, parce qu'on peut être entrepreneur à mi-temps, avoir une job à côté, ou repreneur. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on aborde beaucoup au regroupement des jeunes chambres de commerce, c'est qu'on n'est pas tous doués pour avoir une idée, savoir exactement quoi faire, mais on peut reprendre une entreprise et l'emmener ailleurs. Et c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Comme je disais, je suis directeur affaires publiques, mon président directeur général est en ce moment à Sherbrooke, avec la jeune chambre de commerce de Sherbrooke. Il lançait un projet pour sensibiliser aux femmes dans le domaine des STEAM. Tout à l'heure, Mélissa, je crois, parlait du secteur des jeux vidéo, du secteur des crypto-monnaies, dans lequel il y a peu encore malheureusement de femmes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour briser les préjugés, pour briser le plafond de verre, pour encourager davantage de femmes dans ces filières? Et ça passe beaucoup par les modèles, comme tu disais. Donc voilà. Et puis beaucoup d'autres sujets, mais voilà, je pense que là, on a envie de connecter en personne, et je vais laisser la parole à d'autres. Excellent. Alors, on a aussi notre partenaire, le WEC. Romina n'a pas pu être avec nous ce soir pour des soucis de santé, mais le Conseil économique des femmes, donc, qui gère le défi 50-30,
Le défi 50-30, c'est 50%, on veut 50% de femmes dans les lieux décisionnels, les conseils d'administration, bref, les lieux où on prend les décisions, les lieux où on gère le pouvoir, en gros. Et on veut 30% de diversité. La diversité au sens large, comme l'a dit Sylvie tantôt, ethnoculturelle, handicap, LGBTQ+, etc. Donc, c'est ça. Je vois aussi qu'on a un représentant de PME Montréal. Bon, PME Montréal, c'est pas que de la diversité, c'est tout le monde. Mais je salue PME Montréal qui est là aussi ce soir. La BDC, voilà. Et pas que la BDC, She Builds Initiative. Donc, ce que j'aime bien aussi, on a une blogueuse ici. Bref, il y a des gens tellement incroyables que pendant le temps de réseautage, SVP, s'il vous plaît, prenez le temps de connecter avec les gens. Donc là, on va prendre 5 minutes pour permettre aux musiciens, 5-10 minutes, pour permettre aux musiciens de s'installer, prendre la place sur le stage. Je vous invite à aller vous servir, à connecter, à réseauter. Et dès que vous entendez boum, 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 ça veut dire que le concert a commencé. Vous pouvez venir vous jeter ici. Vous pouvez venir sortir votre part. Bref, on veut se défouler parce qu'on veut terminer en célébration. Cette soirée, ça a été pour saluer l'impact et l'apport des femmes en entrepreneuriat au développement économique. Donc, on veut vraiment célébrer. On veut aussi connecter pendant le temps de réseautage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On continue dans une autre forme cette soirée. Alors, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à en savoir plus, à embarquer aussi dans le programme pour le parcours en économie sociale. Bref, plein d'infos qui vont vous être envoyées aussi ensuite de cette soirée. Bonne soirée, bonne connexion et on se revoit pour danser pour le concert. Merci beaucoup.